Cet après-midi avec nous, donc François Potvin, professeur des universités de l'UREPS de Lille, un collègue de François Camporelli qui est intervenu ce matin sur la première rotation ici dans l'amphithéâtre. François, on a 1h15, et bien je te laisse la main. Merci. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok. Bien, bonjour à toutes et tous. Désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'aurais souhaité, mais j'ai un emploi du temps qui ne m'a pas permis de me libérer. Si j'ai bien compris, je fais une sorte de conférence de clôture de la journée sans avoir entendu ce qui a été dit. J'espère que je ne serai pas trop en décalage ou trop en redite. J'avais envie de parler avec vous, évidemment, des connaissances scientifiques, théoriques, des modèles qui existent autour du savoir nager, en partageant d'abord une première idée, c'est que si vous intervenez dans le cadre du savoir nager ou si vous êtes de futurs professionnels en termes d'intervenants sur le savoir nager, sachez que ça a toujours été une question importante, quelles que soient les civilisations les plus anciennes. Mais toutes les civilisations, on va dire, très élaborées, ont eu à un moment donné la question de comment on apprivoise cette eau. Et une légende raconte l'idée selon laquelle, en Grèce, une insulte importante était de dire à une personne qu'elle ne savait ni lire ni nager pour véritablement l'abaisser en termes de positionnement social. Donc, le savoir nager, ce n'est pas qu'une question qui apparaît actuellement. Elle a traversé les âges, elle a traversé même plusieurs millénaires. Et évidemment, en fonction des périodes, notamment au Moyen-Âge, il y a des pressions religieuses qui ont fait que la relation entre l'homme et l'eau a évidemment décliné. C'était quelque chose de beaucoup plus caché. Et ces problématiques, évidemment, de pression culturelle, elles peuvent encore exister dans certains territoires lorsqu'on enseigne le savoir nager. Au-delà on va dire, du rapport culturel, du rapport presque intime entre l'homme et l'eau, c'est d'ailleurs parfois avec cette définition philosophique que la natation est définie, hein, c'est l'ensemble des relations entre l'homme et l'eau. Il y a aussi très vite eu, et notamment dès la Renaissance, un questionnement sur comment doit-on s'y prendre pour savoir nager. Vous avez dès le XVIe siècle, avec Digby, De Arte Natandi, des planches de ce type, elles sont gravées dans du bois et elles expliquent des étapes et des conseils, des consignes sur la manière d'entrer dans l'eau, la manière de flotter. Il y a même des contenus sur la surveillance, lorsqu'on apprend à nager, quelqu'un doit être au bord, etc. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui dans cette journée d'études, il faut savoir que c'est le fruit de nombreuses connaissances, de transmission de savoir, parfois même de croyances ou de connaissances scientifiques fortes qui nous amènent aujourd'hui à se questionner quelle est la meilleure manière d'apprendre à nager à des populations et notamment des jeunes. Alors, ces études scientifiques des rapports entre l'homme et l'eau, c'est devenu finalement une histoire pédagogique. Il me semble que Fabien Camporelli vous a certainement parlé de cette histoire, de cette profession des maîtres nageurs qui débute, on va dire, au XVIIIe siècle avec les maîtres baigneurs, ces anciens mariniers qui donnent des cours de natation, notamment une population assez huppée, et qui trouvent des premiers stratagèmes, comme vous pouvez le voir à droite. Étant donné que les enfants ne savent pas flotter au départ, eh bien on les aide. Et il y a une aide à la flottaison qui permet véritablement d'apprivoiser les premiers mouvements de nage. On devine ici une brasse qui est enseignée. Vous voyez que les questions de matériel, il y a encore des débats sur le matériel, eh bien, les poser au début aussi, il y a des matériels à inventer eh bien, pour pouvoir apprendre à nager. Évidemment, toutes ces pédagogies, savoir nager, elles sont influencées par le milieu dans lequel, on va dire, sont conçues ces stratégies et dans lequel évoluent les concepteurs. Vous avez Amoros, général Amoros, qui, évidemment, à l'armée, définit un savoir nager très militaire et très fonctionnel pour militaire. Nager, c'est nager nu ou c'est nager habillé? C'est d'ailleurs une question qu'on peut poser aussi. Est-ce que les tests doivent se faire en maillot de bain ou habillé? Avec ou sans fardeau?
et surtout avec des armes à feu, plonger, se maintenir longtemps sous l'eau, apprendre à retirer une personne de l'eau sans être entraîné par elle. Vous avez ici voilà, une première définition très utilitaire. Et il y a déjà des immersions, il y a déjà du remorquage, il y a aussi, on pourrait imaginer, voilà, des déplacements tête hors de l'eau avec du poids à transporter. Vous avez la méthode française avec le règlement d'éducation physique où il existe déjà des préconisations pédagogiques en termes de durée de séance. Évidemment, ces séances, elles se font d'abord en milieu naturel. Et on est finalement en train de penser aussi à comment on peut enseigner le savoir nager dans des milieux naturels qui ne sont pas hostiles, en termes notamment de température et de courant. Et puis, je ne peux pas résister à vous montrer la leçon de natation de Georges Hébert, 1909, donc c'était il y a plus d'un siècle. Et quand on lit ces préconisations d'une leçon complète, eh bien, on retrouve déjà, il y a 100 ans, tous les éléments qui font partie de notre attestation du savoir nager en sécurité, puisque dans une leçon de natation, il doit y avoir des immersions. Alors, on enlèverait le brutal aujourd'hui, un parcours sur le ventre, un parcours sur le dos, une plongée sous l'eau, donc on a notre immersion, une position d'immobilité, on a notre surplace, un ou plusieurs emballages, on a une natation de vitesse. Et enfin, terminer la leçon par quelques brasselants pour récupérer. Donc, il y a déjà dans la leçon typique de Georges Hébert tous les éléments qui sont actuellement dans nos thèses du savoir nager. Une autre question, lorsque le savoir nager se démocratise, c'est évidemment, mais comment on fait pour apprendre à nager lorsqu'on a toute une classe? Alors, il y a des cours en classe où on apprend du mouvement. Il y a des cours dans le gymnase, comme vous pouvez le voir ici, avec un système de potence. Et puis, il y a des potences qui sont directement organisées l'eau, et ici à la piscine de Tourcoing, où quelqu'un qui deviendra célèbre, Paul Bulck, eh bien, va inventer cette technique pédagogique, cette stratégie pédagogique qui consiste à aider à flotter les grands débutants et à enlever des poids au fur et à mesure que les premières autonomies sont acquises. Et si on regarde, évidemment, ces images avec voilà, un peu de moquerie en se disant, voilà, c'est une autre époque, sachez que lorsqu'on regarde les bilans sur ces leçons, eh bien, les chiffres disent très clairement qu'on atteint de 90% de réussite. C'est-à-dire que les élèves sont en 18 leçons d'une vingtaine de minutes à Tourcoing, à l'école primaire. Sur 1900 élèves au départ, eh bien, il y a quasiment 1700 élèves qui savent nager 50 mètres avec des leçons de ce type. C'est-à-dire un maître nageur qui, évidemment, de manière très ordonnée, très disciplinaire, eh bien, apprend la nage à partir d'une succession de positions où les articulations ont des amplitudes maximales, ce qui permet de mieux sentir le mouvement. On pourrait dire ici, déjà une stratégie, on va dire, pour optimiser la proprioception sur différentes postures. Voici une évaluation, un fameux Landy, on connaît. Et il faut se rendre compte de la compétence, évidemment, c'est une natation de surface, mais être capable de nager de manière aussi synchronisée, de maîtriser sa vitesse pour que les lignes ne se brisent pas, eh bien, sachez que cette méthode militaire, très analytique, eh bien, elle a porté ses fruits à une époque. Et évidemment, le savoir nager à l'époque était limité à un savoir se déplacer en surface. Il y a eu également, peut-être qu'on vous les a montrés, il y a eu également quelques appareils un peu farfelus, comme celui-ci dans les années 60. C'est un appareil qui, voilà, vous voyez ici, on apprend à nager de manière très passive. Alors évidemment, la passivité de l'apprenant, le fait qu'il ne pilote aucune action mais se laisse piloter par l'action, eh bien, ce matériel n'a montré évidemment aucune efficacité. En guise d'introduction, comme vous pouvez le voir, véritablement, le savoir nager, il a son histoire, il a un passé pédagogique. Et de ce passé pédagogique, eh bien, il en existe encore certains reflets, certaines croyances. Et la dernière histoire finalement du savoir nager, c'est celle d'évaluer un savoir nager, c'est-à-dire d'attester
de manière formelle et officielle qui sait nager et qui ne sait pas nager. Et cette question d'évaluer et d'attester d'un savoir nager, c'est une question extrêmement complexe. Alors pourquoi elle est complexe? Parce que, évidemment, le test qu'on propose doit être assez proche d'un scénario de baignade, de natation récréative. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans le test des éléments très communs que l'on retrouve lorsqu'on se baigne. Quand on se baigne, on rentre dans l'eau, on sort de l'eau, on se déplace, on va sous l'eau. Donc il y a évidemment, il doit y avoir une adéquation entre toutes les habitudes qui sont en jeu lors du baignade et le test. La deuxième condition pour que le test soit considéré comme pertinent, c'est qu'il existe à l'intérieur du test, évidemment, des éléments qui déclenchent des accidents de noyade, comme par exemple chuter en étant habillé ou en incitant, en vérifiant que l'élève ne surestime pas ses propres capacités, en proposant également dans le test des immersions qui pourraient être inattendues. Il doit y avoir également dans le test aussi des éléments qui fatiguent celui qui passe le test pour vérifier que malgré la fatigue, eh bien nous savons toujours nager. Dans un test idéal, il devrait y avoir aussi une évaluation des capacités de traitement de l'information visuelle et auditive, puisque lorsqu'on tombe dans l'eau, il faut bien identifier où il faut sortir. Et si on donne des consignes, on doit être capable de les écouter et de les traduire en actes. Et puis, dans un bon test de natation, dans le test parfait, eh bien, il devrait y avoir également une évaluation des capacités d'adaptation à des choses qui ne sont pas prévues, et en tout cas évaluer également des prises de décision pertinentes. Donc, lorsqu'on commence à additionner toutes les conditions, on se rend compte et on pourrait avoir l'impression que attester un savoir nager, c'est impossible et qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut et que les textes que nous avons bien, ne peuvent pas évidemment satisfaire l'ensemble de ces critères. Alors, en France, nous avons une attestation du savoir nager en sécurité qui fait suite à l'attestation scolaire du savoir nager, qui lui-même fait suite à savoir nager de premier niveau dans les programmes, il me semble, de 2008. Et puis avant, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait à la fédération, il y a eu le sauvetage autour des années 2003-2004. Et l'origine de tous ces tests, eh bien, c'est 4 enseignants d'EPS qui ont inventé un test qui s'est appelé à l'époque le Péchomaro, vous voyez, 1994, ici le film de l'époque. Et ce test, eh bien, c'est la première fois où on propose comme test de savoir nager un parcours combiné. C'est-à-dire, vous avez ici les 7 étapes dans lesquelles il y a une entrée dans l'eau, il y a un sprint au départ, il y a un surplace, il y a un passage sur le ventre, un passage sur le dos, un surplace sur le dos, et ça se termine par une immersion. Et vous avez ici les auteurs qui s'amusent un peu dans leur présentation de leur test à déguiser, on va dire, ce parcours en une histoire d'aventure dans lesquelles les élèves joueraient le rôle de héros. On a ici une classe de CM1 dans les années 90, bien qui se déplace. On peut voir, c'est une classe de CM1 qui a un bon niveau si on compare avec les élèves d'aujourd'hui. On peut quand même retenir une chose, c'est que dans ce test, il y avait des choses qui ont inspiré les autres tests. La tâche d'immersion, elle a lieu à la fin. Elle permet finalement de valider si la fatigue accumulée sur le parcours n'a pas été trop importante pour faire échouer l'élève. On pourrait regretter, ce qui a disparu, c'est cette partie de vitesse au départ, c'est-à-dire d'obliger l'élève à nager vite au départ pour justement accélérer le processus de fatigue et vérifier que malgré une pré-fatigue, on va dire, l'élève est toujours capable bien, de combiner un ensemble de tâches. Alors le Péchomaro, il a fait date dans les années 90 parce que à l'époque était déclaré nageur une personne capable de réaliser 50 mètres avec aisance en eau profonde. C'est une circulaire qui est sortie en 1965. Et les auteurs se sont rendus compte ici que lorsqu'on prenait un échantillon d'élèves, alors c'est à peu près 1 millier d'élèves qui avaient le diplôme de 50 mètres, eh bien seulement un tiers des élèves réussissaient le Péchomaro. Et on s'est rendu compte à cette époque, en France, que le savoir nager ne se limitait pas à un savoir se déplacer en surface. Le savoir nager
pouvait se définir par la capacité à combiner un ensemble d'actions à l'intérieur d'un parcours qui invite l'élève à manifester des compétences, à réaliser 3 grands types d'actions: l'immersion, le déplacement et évidemment le surprendre. Ce qui est étonnant, c'est que cette réflexion, dans les années 90, eh bien, elle n'a pas été, elle n'a pas été particulière en France. Dans l'ensemble des pays du monde, depuis les années 90, les tests ont évolué et dans l'ensemble des pays qui disposent de tests officiels, c'est-à-dire reconnus soit par de grandes fédérations, soit par des ministères, eh bien, on retrouve l'idée que le savoir nager, c'est un savoir combiner différentes actions entre elles. On peut identifier que dans certains pays, eh bien, les distances sont plus courtes que chez nous, alors que dans d'autres, vous voyez, ici les pays nordiques, eh bien, la distance est beaucoup plus longue. Donc, si on devait faire un point à l'international, il existe des tests qui se ressemblent beaucoup. Ce sont des tests standardisés. Les actions sont prédéfinies à l'avance, donc le parcours est connu à l'avance. On pourrait regretter, par rapport à la réflexion qu'on a eue au début, qu'il n'y a pas véritablement de choix proposé aux élèves dans la manière de réaliser ce parcours. C'est-à-dire qu'on évalue très peu leur capacité à prendre les bonnes décisions à l'instant T. Et ça, évidemment, on en parlera un peu plus tard dans cette conférence. Alors, le fil rouge que je vais tenir maintenant, ça va être de me poser et de réfléchir avec vous sur la question suivante. Oui, le savoir nager, il a une histoire, et une histoire qui est très longue. Oui, il y a des choses qui ont fonctionné. Oui, la vision du savoir nager, elle a évolué en passant d'un déplacement en surface à finalement une capacité à explorer le milieu aquatique dans ces 3 dimensions avec différents équilibres et différentes actions qui semblent fondamentales. Alors la question en 2024, c'est quel serait un programme de formation idéal pour apprendre à nager aux enfants? Alors évidemment, lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que la question de la noyade n'est pas une question qu'il faut prendre à la légère. En 2014, l'OMS était 366 000 noyades par an. Il y a quelques années, ce chiffre aurait été diminué à 265 000 noyades par an. Mais les experts du savoir nager, de l'épidémiologie du savoir nager, mettent en évidence, et vous le voyez sur cette carte, tout ce qui est en gris sont des pays qui ne disposent pas d'une administration qui permet de comptabiliser les accidents, et notamment les accidents de noyade. Donc, selon les experts de l'épidémiologie de la noyade, les chiffres réels pourraient être proches du million. C'est-à-dire qu'il y aurait 1 million de personnes qui, par an, meurent en noyade. Vous vous rendez compte? Si c'était 365 000, c'est déjà 1000 par jour. 1 million, ça serait presque le double, voire le triple. Et ce qui est évidemment dramatique, c'est que les populations les plus vulnérables, ce sont les jeunes. Plus de la moitié ont moins de 25 ans. Et en fonction des pays, même dans un pays comme l'Europe, vous voyez que les taux d'incidence, c'est-à-dire la probabilité de mourir noyé, c'est-à-dire ici, c'est le nombre pour 100 000 habitants. On est maintenant, on va dire, initié à ces taux de prévalence avec le Covid. Vous voyez qu'il y a des pays avec des taux de prévalence très élevés, il y a des pays avec des taux de prévalence très faibles, alors que ce sont des îles. La France n'est ni une mauvaise élève, ni une bonne élève. Ce qui est surprenant, c'est que dans certains pays comme le Portugal, qu'on voit ici, eh bien, le savoir nager ne fait pas partie du curriculum scolaire et pourtant, les accidents de noyade par nombre d'habitants sont moins importants. Donc, le fait que le savoir nager soit à l'école ne suffit pas à protéger les élèves. Deuxième élément qu'on a tous en tête en 2024, c'est que les enfants ne sont pas suffisamment actifs, les adolescents encore moins, et tous les enfants et adolescents qui ont été fortement inactifs durant cette période ont de grandes chances de le rester tout au long de leur vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question de l'inactivité physique qui ne se posait pas il y a 30 ans. En tout cas, elle se posait moins. Et dès qu'on est sur un programme de formation autour des activités physiques, cette question de l'engagement durable se pose. Elle se pose finalement d'autant plus que toutes les études démontrent en Europe les activités physiques qui se déroulent dans l'eau, sur l'eau ou autour de l'eau sont extrêmement plébiscitées
par les populations. Cela veut dire que si on se pose la question, mais quel serait un programme de savoir nager idéal aujourd'hui? Ça serait à la fois un programme de savoir nager qui évidemment protège les enfants de la noyade, mais qui, en même temps, et de manière non séparée, leur donne envie de s'engager dans ce milieu aquatique pour y faire de l'activité physique. Et ces deux objectifs, quand on y pense, et quand on s'arrête quelques minutes, ils sont incompatibles. Parce que la meilleure façon de protéger les enfants de la noyade, c'est qu'ils n'aillent pas dans l'eau. Donc, c'est de les désengager. Et certains pays dans le monde font ce choix. C'est-à-dire, ils créent des croyances et des mythes, comme quoi l'eau, eh bien, abrite certains esprits qu'il ne faut surtout pas réveiller au risque d'être attrapé et de mourir noyé dans l'eau sans pouvoir aller au paradis. Donc, la meilleure façon qu'il n'y ait pas de noyade, c'est que les enfants n'aillent pas dans l'eau. Et à l'inverse, si on leur donne beaucoup trop de plaisir, beaucoup trop de confiance et beaucoup trop d'envie sans qu'ils aient l'équipement nécessaire, on provoque la noyade. Donc, cet objectif bivalent de protéger et engager en même temps est loin d'être facile, même si il apparaît au regard de la situation actuelle comme un projet ambitieux pour la jeunesse. Alors, on va voir ici deux vidéos, un petit gamin de 4 ans et une dame qui a ici 100 ans. Ils sont dans la même piscine, c'est le même jour. Et quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais entre 4 ans et 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une vie physique aussi longue en lien avec l'eau? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe des cadres théoriques qui pourraient nous guider pour atteindre cet objectif de mieux protéger les enfants de la noyade lorsqu'on leur apprend à nager, tout en leur donnant envie, confiance à s'engager dans des activités physiques aquatiques? Et quand on regarde, évidemment, une vie physique aquatique, on le sait, les tout petits, lorsqu'on les pose, lorsqu'on les invite dans le milieu aquatique, eh bien, ça fait toujours des belles images puisque, on va dire, extrait de la contrainte de la gravité, eh bien, ils découvrent une motricité. Vous avez des enfants, vous voyez, qui trouvent des solutions pour se déplacer. On va même voir ici une enfant qui est âgée de 18 mois, qui est capable de sortir de l'eau toute seule, qui est capable de, vous voyez, elle n'est pas capable de monter sur le plot, mais elle est capable de sauter. Elle trouve des solutions, elle découvre le principe d'action-réaction, et surtout, elle découvre le fait qu'avec la tête dans l'eau, c'est beaucoup plus simple. Et comme vous pouvez le constater, toutes les images que nous avons vues, l'autonomie est réduite au temps d'apnée, puisque bien, la tête de l'enfant, en termes de poids, en termes de proportion de poids par rapport à l'ensemble du corps, ce n'est pas la même chose que chez l'adulte. C'est beaucoup plus pour une tête quand on est enfant. Et puis, si on continue un peu plus loin, si on passe une vie physique aquatique en accéléré, il y a des grands jours dans une vie physique aquatique. Il y a le premier jour où on traverse une piscine. Cette fois-ci, on est capable de trouver des solutions pour avancer. On est capable de trouver des solutions pour ne pas faire une apnée continue et avoir une intermittente. Et on est capable de reprendre une inspiration, même si on doit s'arrêter, on repasse à la verticale. Alors, est-ce que cet enfant sait nager? Là, comme ça, la question se pose. Mais c'est une des premières fois où il y a un déplacement et où il y a, vous allez le voir, il semble qu'il y a un déplacement, une certaine fierté à la fin chez la part de ce petit. Il semble avoir passé, si vous voulez, un bon moment en traversant cette piscine. Il est âgé pile de 4 ans. Puis, comme je vous le disais, il y a aussi des personnes. Je vous présente Raymonde, 100 ans, qui, une fois, 2 fois par semaine, elle vient à la piscine. Et elle m'explique qu'elle a toujours nagé. Depuis toute petite, elle a nagé. Et elle aime bien revenir à la piscine parce qu'elle se sent plus libre que sur Terre. Euh, et moi, la question que je lui ai posée, c'est mais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour, pendant quasiment une centaine d'années, avoir ce lien si fort avec ce milieu aquatique pour prendre autant de plaisir? Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du plaisir, de la confiance, du défi? Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la motricité qu'elle a pu développer, des expériences avec d'autres qu'elle a pu avoir? Quelles ont été des expériences tellement positives qu'à l'âge de 100 ans, elle prend
qui explique qu'elle prend encore du plaisir en allant dans l'eau. Et quand je pose la question comme ça à des maîtres nageurs ou même avec elle, elle me dit tout simplement, bah, c'est simple, hein, moi j'ai passé 100 ans parce qu'un jour, on m'a appris à nager. Comme on m'a appris à nager, ben, j'ai découvert plein de choses dans l'eau et en découvrant plein de choses dans l'eau, j'ai su mieux nager. Puis j'ai entretenu mon savoir nager. Je prends toujours de plaisir à nager. Mais est-ce qu'on peut répondre aussi simplement à cette question? Quelle expérience faut-il faire vivre à des enfants pour qu'ils puissent s'investir aussi longuement dans des activités physiques? Est-ce qu'on peut simplement répondre, bah, il suffit de leur apprendre à nager? Ça me semble un peu réducteur et peut-être qu'on peut voyager dans certains cadres théoriques pour en savoir. Alors, je reprends ma question et voyageons ensemble dans plusieurs cadres théoriques. Premier cadre théorique, c'est évidemment la théorie de la biomécanique, la vision archimédienne du savoir nager, puisque quand on y réfléchit, essayez de trouver un mammifère qui ne sait pas nager. Essayez d'en trouver un mammifère qui ne sait pas nager. La plupart des mammifères, eh bien, lorsque vous les mettez dans l'eau, même les mammifères qui ont vraiment une caractéristique terrestre extrêmement forte, hein, comme un cheval par exemple, lorsque vous les mettez dans l'eau, ils savent nager instantanément. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de dupliquer à la seconde la motricité terrienne, ils la dupliquent dans l'eau et ça fonctionne. Et nous, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que malheureusement, à la différence de la plupart des mathématiques d'anthropométrie, c'est que notre ligne de flottaison n'est pas comme sur cette image. Elle n'est pas au-dessus. Notre ligne de flottaison, elle est en dessous de nos orifices respiratoires. Mais elle se situe au-dessus de nos orifices respiratoires. Ce qui signifie que nous devons apprendre à nous équilibrer à un moment donné pour pouvoir assurer ces échanges respiratoires. Si nous avions une anthropométrie qui nous permettrait d'être comme ces enfants, c'est-à-dire de dupliquer une motricité sans aucun effort, comme la plupart des mammifères, il n'y aurait pas eu de séminaire aujourd'hui, il n'y aurait pas eu une journée consacrée au savoir nager aujourd'hui. Il existerait évidemment des métiers de coach pour nager vite, pour nager longtemps, mais il n'existerait pas, la question du savoir nager ne serait pas posée de manière aussi importante qu'aujourd'hui. Et évidemment, cette ligne de flottaison qui est trop haute pour nous permettre de respirer sans effort, eh bien, elle est le point de départ de la plupart des stratégies. Vous avez ici des stratégies, ce qu'on appelle d'aquasafe, c'est-à-dire que faut-il apprendre à minima très jeune. Et vous avez ici de nombreuses. Alors, il y a beaucoup d'entreprises privées, il y en a même qui ont osé breveter ces idées qui existent depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'apprendre à nager, c'est d'abord apprendre à passer sur le dos quand on en a besoin, en tournant la tête et les épaules qui sont les plus lourdes et qui entraînent le reste du corps. Donc, vous avez, dans les stratégies pédagogiques, il ne faut jamais perdre de vue, lorsque vous enseignez, que cette ligne de flottaison, eh bien, c'est le problème fondamental du savoir nager. D'autres, évidemment, ont pris l'option du matériel. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a un problème avec cette ligne de flottaison, on va la baisser grâce à du matériel de flottaison. Alors, ce matériel de flottaison peut être attaché au corps, ou alors il peut être avec un certain degré de liberté par rapport au mouvement, ou ça peut être des aides totalement extérieures sur lesquelles on s'agrippe. On en discutera peut-être à la fin, mais il existe des solutions qui sont plus ou moins prises en compte par les maîtres nageurs, les enseignants de PS, les profs d'école qui enseignent le savoir nager. Il existe des solutions pour contourner ce problème. La question, c'est y a-t-il des solutions plus pertinentes que d'autres? Et puis, comme nous l'avons vu, cette problématique de flottaison, eh bien, elle a été totalement prise en compte dès les premiers stratagèmes de pédagogie, ou d'ailleurs même parfois, étant donné que ça pose un problème, cette ligne de flottaison, on passait énormément de temps à apprendre à nager en dehors de l'eau avant d'investir le milieu aquatique, puisque justement, sans mouvement, eh bien, on ne pouvait pas avoir cette ligne de flottaison sous les orifices respiratoires. Donc, premier cas théorique qui ont évidemment été mobilisés par les premiers pédagogues et les premiers penseurs en termes d'enseignement du savoir nager, la biomécanique. Et il y a eu toujours deux camps dans les propositions. Les naturalistes, pour qui l'homme flotte naturellement, il faut exploiter
qu'on appelle ce corps flottant, les propriétés de flottabilité du corps. Et puis d'un autre côté, les ingénieurs qui ont toujours inventé des outils et subterfuges pour pouvoir s'investir assez vite dans le milieu aquatique et d'apprendre d'abord les mouvements avant de pouvoir se séparer de cette aide à la flottaison. Deuxième cadre théorique que je voulais vous présenter, eh bien, c'est aller au-delà de la biomécanique, c'est d'aller dans l'expérience de l'enfant à nager. Et la vision et le cadre théorique qui a le plus influencé les pédagogues, et encore aujourd'hui, c'est sans aucun doute la vision constructiviste. Cette théorie, ce modèle proposé par Piaget dans les années, entre les années 50 et 80, qui défend l'idée selon laquelle un enfant construit ses propres apprentissages en interagissant avec l'environnement. Et en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, il y a des étapes plus importantes que d'autres. Et la question qu'il y a derrière, évidemment, cette vision constructiviste, c'est quelle est la meilleure progression que l'on peut proposer à un enfant pour apprendre à nager. Et cette question sur le développement, sachez que là encore, il y a eu des travaux. Ici, on est avec McGraw dans les années 20 qui étudie chez deux frères jumeaux un enfant qui va être vraiment exposé au milieu aquatique pendant 18 mois et son frère jumeau jamais. Et elle a identifié mois après mois une évolution de la motricité qui ici, grâce à la poussée d'Archimède, peut mieux s'exprimer par rapport à la contrainte de gravité. Elle découvre ce petit mouvement d'abord longitudinal en tétard, puis cette quadrupédie dans l'eau, ce qu'on appellerait la nage du petit chien, et avec toujours cette tête si lourde en proportion que l'enfant garde la tête dans l'eau. Vous voyez, elle essaye ici de l'inciter à regarder devant, et pour l'instant, c'est trop lourd. Et puis, ces travaux montreront que c'est Johnny et Ginny, le deuxième, bien sûr, va prendre beaucoup de retard 2 ans après, mais en quelques semaines, il peut rattraper l'autre, ce qui lui fait dire qu'en réalité, les expériences extrêmement précoces dans le milieu aquatique, finalement, peuvent se rattraper. Et il ne sert à rien de démarrer à 6 mois pour apprendre à nager. Donc, elle a fait des tests en natation, elle a fait des tests. Vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur YouTube en le deuxième, on va dire, ça c'est le courant développementaliste, c'est-à-dire d'identifier comment la motricité évolue avec l'âge lorsqu'on est exposé de manière naturelle au milieu aquatique. Le deuxième, on va dire, grand pédagogue qui va véritablement s'inspirer de Piaget pour proposer une véritable méthode, c'est évidemment Raymond Queteau, qui dans les années 70, 77 il me semble exactement, sort une première cassette vidéo, un premier reportage, une sorte de reportage de l'époque qui s'appelle Digne Dingo, et il propose une méthode par palier, comme Piaget, c'est-à-dire il y a des expériences à vivre absolument, et si elles ne sont pas vécues, le passage au second palier est quasiment impossible. Et c'est là où il commence à mettre en place, il appellera au début la trame dynamique de l'apprentissage du savoir nager. Et puis, il a fait évoluer, il a appelé bien sûr maintenant les 3 étapes, le corps flottant, le corps projectile et le corps propulseur. Et puis, certains ont pris le relais, le corps respiratoire, puis le corps économique, et puis etc., etc. Avec l'idée véritablement qu'il existe des progressions bien plus pertinentes que les autres pour amener un enfant à transformer sa motricité, l'organisation de sa motricité sur Terre, debout à la verticale avec des appuis plantaires et une vision directe. Et si vous regardez ce reportage et si vous lisez l'ouvrage de Queteau, il vous explique comment petit à petit on peut désorganiser cette organisation terrienne pour réorganiser une motricité aquatique en supprimant la vue, les appuis plantaires, le rôle des bras qui devient propulseur au lieu d'être équilibrateur. Il propose comme ça une progression qui a été évidemment repensée, légèrement modifiée par certains. Et dans la littérature française, on est très chanceux en France. Il existe un nombre extrêmement important d'ouvrages, de propositions de progression qui, dans l'ensemble, si on prend un peu de recul, se ressemblent beaucoup. Il y a des détails, parfois il n'y a absolument pas de matériel, pour d'autres on peut en mettre de temps en temps à des endroits
précis dans le curriculum. Et le point commun aussi qu'il y a dans ces ouvrages, c'est que ça démarre très souvent par le fait d'apprivoiser le milieu. On a appelé ça aussi l'adaptation premier au milieu, on a appelé ça la familiarisation au milieu, on appelle ça désormais l'aisance aquatique, pour ensuite transformer la motricité. Et tout l'ouvrage se termine par l'apprentissage des 4 nages, voire même aller vite sur ces 4 nages. C'est-à-dire que tout se passe comme si savoir nager n'avait qu'une seule finalité, c'est de faire acquérir des nages quotidiennes pour nager vite et longtemps. Alors, au début du XXIe siècle, dans les années 2000, il y a un autre auteur qui était très connu à l'international et qui commence à être connu en France, qui s'appelle Robert Stallman, qui va proposer une autre vision, notamment pour casser un peu l'idée que savoir nager, c'est un prérequis pour savoir nager 4 nages codifiés. Parce que l'idée qu'il va défendre, c'est qu'évidemment, le savoir nager doit avant tout être un répertoire qui permet d'investir le milieu aquatique sous toutes ses formes avec le maximum de sécurité. La question qu'il pose est la suivante, c'est mais quelles sont les habiletés motrices, quelles sont les connaissances et quelles sont les attitudes qu'il faut développer chez tous les individus pour s'engager en sécurité dans l'eau, sur l'eau ou autour de l'eau. Et il va proposer un modèle de 15 compétences aquatiques. Lorsqu'il présente son modèle, je vais prendre le cas de la France, et lui, il prend les chiffres à l'échelle mondiale. D'abord, on peut constater que depuis une vingtaine d'années, le nombre d'accidents est à peu près stable, sauf dans les étés extrêmement chauds, donc évidemment, il y a plus d'accidents. Et le nombre d'accidents qui se comptent par des décès, ce qu'on appelle des noyades fatales, reste relativement stable, autour de 100 par an, avec une proportion qui reste stable, elle aussi, entre, on va dire, 20-25% de ces décès et de ces accidents ont lieu en milieu artificiel, piscine, parc aquatique, piscine privée, et la plupart d'entre eux, les 3/4 quasiment, bien, ont lieu en milieu naturel. Donc, une chose qu'on oublie parfois, c'est que attester à un savoir nager en sécurité, peut-être que ça atteste une sécurité en milieu artificiel, puisque les cours ont lieu en milieu artificiel et la passation de ce test c'est aussi en milieu artificiel. Est-ce que ça protège vraiment en milieu naturel? C'est une vraie question qu'il faut se poser et qu'il ne faut jamais oublier. La deuxième idée aussi qu'on peut avoir, c'est qu'en fonction des âges, les lieux et les risques ne sont pas les mêmes. Comme vous pouvez le voir, en milieu naturel, ce sont les enfants qui sont en danger. Et un adolescent qui a 14-15 ans et qui ne sait pas nager, s'il se baigne dans une piscine, il se baigne où il a pied. Ce n'est pas là où il va prendre des risques, puisqu'il a cette maturité, il sait qu'il ne sait pas nager. Mais à l'inverse, quand on regarde les noyades en milieu naturel, ici en vert, ici, on se rend compte qu'on se noie à tous les âges de la vie. Et que on peut même, si on regarde que ce graphique, se dire, mais en fait, ceux qui se noient le plus, c'est ceux qui osent s'engager dans le milieu aquatique. Donc, c'est ceux qu'on considère comme des nageurs. Si on leur faisait passer l'attestation scolaire du savoir nager, ils l'obtiendraient et pourtant sont noyés. Et c'est là où Stallman pose une idée qui va faire consensus à travers le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de proposer une progression universelle qui concerne le savoir nager. L'idée, c'est de se dire, mais en fonction des âges, en fonction des lieux, ce sont les causes de noyade qui doivent être le point de départ de toute réflexion didactique et pédagogique. C'est elles qui doivent, vous avez vu le terme, dicter la manière et ce que nous devons enseigner. La suite de la phrase, c'est plutôt que de reposer sur des croyances pédagogiques et didactiques. En France, quand on regarde les tranches d'âge et quand on regarde les causes, c'est-à-dire les rapports d'accidents qui provoquaient l'accident de noyade, et on se rend compte quand on est sur les 0,5 ans, le fait de ne pas savoir nager, ça fait partie des causes, évidemment, combinées avec un défaut de surveillance et une chute. Donc, on a les trois ici, les trois variables mortelles. Hein. Une chute non prévue, sur c'est pas nager, la surveillance à ce moment-là est faible. La catastrophe est ici.
Si on jette un coup d'œil sur la superficie que prend le bleu, on se rend compte qu'entre 6-12 ans, c'est encore le cas, mais dès qu'on est chez les ados, les adultes, ce n'est plus, la noyade n'est plus causée par un manque de compétences motrices aquatiques, elle est causée par autre chose. C'est-à-dire, elle est causée par des attitudes inappropriées, une inadaptation à l'environnement. Et c'est là où l'idée de réduire le savoir nager à un passeport pour maîtriser 4 nages, c'est à mon avis une erreur. Et en EPS, on a un champ d'apprentissage qui s'appelle le champ d'apprentissage numéro 2 où on doit apprendre à s'adapter. Et on a ici des données qui nous disent, mais une fois qu'ils ont la SNS, n'arrêtons pas l'enseignement du savoir nager. Proposons-leur des scénarios sur lesquels ils devront s'adapter pour pouvoir les équiper et les protéger de la noyade, non pas uniquement en milieu artificiel, mais d'augmenter leur protection également aussi en milieu naturel. Et il me semble que Cyril Albertini m'a annoncé qu'il faisait une conférence là un peu en parallèle. Et je ne sais pas si Régis en a parlé de ce qu'il faisait avec les élèves dans les Alpes-Maritimes, mais exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire en fonction de où ils enseignent et des âges de leurs élèves, bien ils ne réduisent pas le savoir nager à cette ASNS, mais vont bien au-delà de cette ASNS. Alors, Stallman, au regard, on va dire, de la littérature et en identifiant toutes les grandes causes de noyade, propose un modèle qui a été publié en 2017. Il est venu à Lille en 2018 présenter ce modèle en section générale. Et c'est pour ça que ce modèle maintenant est connu, parce que dans le fameux rapport sur le savoir nager, qui a été paru en 2018, il semble, eh bien, ce modèle est présent. Donc, il est maintenant connu dans la plupart, on va dire, des centres de formation et on va dire dans toutes les instances qui pilotent un peu les textes autour du savoir nager. Que présente ce modèle? Eh bien, ce modèle, il met en évidence qu'il existe en tout cas dans la première proposition de ce modèle, il existe 7 habiletés motrices qu'il faut absolument acquérir pour être protégé. Entrer, sortir de l'eau, se déplacer, savoir respirer en nageant, savoir faire sur place, savoir changer d'équilibre, savoir nager en immersion. Il faut d'abord savoir il faut les maîtriser, il faut les apprendre, il faut les combiner entre elles. Il y a véritablement un paquet là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que dans notre test à la française, mis à part le sortir de l'eau qui se limite à un ancrage, c'est quand même dommage, bon, il y a quand même une part de ces habiletés. Ce modèle, il met également en évidence que on doit être capable de faire face à des adaptations peut-être non prévues et à un environnement qui bouge. Donc, vous voyez ici, ça c'est ce que propose Cyril Albertini avec des élèves il me semble que ce sont des élèves de collège, de lycée, ouais, vous voyez, de faire vivre un peu ce genre un déplacement, une immersion avec une eau qui bouge, pour être capable de s'adapter. Et ces habiletés, évidemment, on doit savoir bien les utiliser aussi parce que on a des connaissances sur l'environnement, on a des connaissances sur soi-même, on sait s'auto-estimer. Et donc, il y a véritablement l'idée d'un répertoire moteur qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir adapter grâce à des connaissances. Et vous avez de nombreux programmes dans le monde qui identifient par palier, qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire des premiers niveaux qui sont comme ça identifiés, ou des progressions à la Cato, où à chaque fois, il y a des contenus liés à la motricité, des contenus liés à l'adaptation, des contenus liés aux connaissances et attitudes. Et c'est un package. Et parfois, on peut avoir tendance à réduire le savoir nager uniquement à sa dimension motrice, alors qu'un élève qui a une meilleure capacité, estimation de ses capacités, peut certainement être moins en danger qu'un élève qui n'en a pas du tout, même si sa motricité est meilleure. Peut-être que vous pouvez dire qu'en France, il y a beaucoup de contenu sur le déplacement, la profession, les professions du savoir nager, maître nageur, profs des écoles un peu moins spécialistes évidemment et profs de PS, tout ce qui est déplacement, on a des contenus forts, on a des stratégies. Tout ce qui est respiration également. Ce qu'on observe dans les pratiques, c'est pas rentrer dans l'eau, va se limiter à un saut, à un plongeon, une bascule arrière, parce que c'est dans le test. Mais on observe très peu de
plonger pour toucher le fond, sauter pour ne pas se mouiller les cheveux. Il n'y a pas tant de contenu d'entrée dans l'eau. Comment on fait pour sauter dans l'eau lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fond, etc. Il n'y a pas tant de contenu que ça. Sur les sorties, il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire que c'est les échelles qui donnent le contenu. Et dans certains pays, on apprend aux enfants véritablement à mettre les mains loin devant, poser son nombril sur le bord, mettre un genou, mettre les mains le plus loin possible pour mettre le centre de gravité le plus loin de l'eau, etc. Il y a très peu de contenu comme ça. Et évidemment, tout ce qui est adaptation, bien, ça reste des contenus assez anecdotiques. Même si j'ai l'impression qu'en France, il y a de plus en plus de collègues qui s'amusent à exploiter l'apprentissage numéro 2 pour aller plus loin dans ce savoir. Ça, je vais passer au regard du temps qui me. Alors, la question, c'est si on fait le bilan, développer le savoir nager, faire acquérir le savoir nager, il faut avoir les idées claires. C'est d'abord une capacité à pouvoir s'engager et s'adapter dans un milieu aquatique, quelles qu'en soient ses formes et ses imprévus. Et quand la mer est trop agitée, il faut savoir se dire parce que là, c'est pas pour. Il faut bien avoir en tête qu'il existe au moins 7 habiletés et qu'il faut absolument les maîtriser et apprendre à les combiner si on veut véritablement former un élève sachant nager pour être en sécurité. Mais il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a cette idée d'estimation, cette idée de connaissance de soi, puisque ce savoir nager n'est jamais figé. Il va évoluer même un jour à l'autre en fonction de l'état de fatigue, en fonction du plan d'eau, en fonction du vent, en fonction des courants. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre aux élèves des situations sur lesquelles les limites sont étudiées, ce qui va leur permettre de bien se rendre compte qu'un savoir nager, ce n'est pas quelque chose d'indélébile, inscrit à vie. La phrase « quand on sait nager, c'est pour la vie », malheureusement, elle est fausse. Sinon, on ne peut pas de noyer après 12 ans ou après le diplôme. Quand on sait nager, on a un équipement. Cet équipement, il faut apprendre à bien l'utiliser toute la vie. Mais on n'est pas protégé de la noyade toute la vie parce qu'on réussit à un moment donné un test. Alors, peut-on faire mieux? Peut-on faire mieux? Est-ce qu'on peut à la fois mieux protéger et mieux donner envie aux enfants de s'engager dans le milieu aquatique? Alors, pour répondre à cette question, non seulement du donner envie, on peut s'inspirer d'un modèle qui est extrêmement connu dans les pays anglo-saxons, qui est le modèle de la littératie physique, et qui correspond à un package de motivation, confiance, compétences physiques, connaissances. Donc, vous voyez, on retrouve un peu les éléments qu'il y a chez Stallman, mais la finalité n'est pas la même. Ce n'est pas seulement pour être protégé, c'est aussi pour avoir envie de s'engager tout au long de la vie. Et donc, lorsqu'on mobilise ce cadre, eh bien, ça oblige le pédagogue à se dire, est-ce que dans ma leçon, certes, j'ai transformé la motricité, les habiletés protectrices de noyade, elles sont en train de se mettre en place, mais est-ce que l'expérience vécue lui donne envie d'y revenir? Et ça oblige véritablement à se poser la question de l'expérience vécue par l'enfant lorsqu'il apprend à nager. Alors, pourquoi ça semble important? Parce que on a maintenant 30 ans de recul sur la littérature, sur la littératie physique aquatique, et le niveau de littératie physique d'un individu est ce qui permet de prédire avec le plus de certitude s'il va s'engager dans l'activité physique sur le long terme. Dit autrement, quelqu'un qui a de superbes capacités physiques, mais qui a pris très peu de plaisir, très peu de connaissances, qui ne se connaît pas si bien que ça lorsqu'il évolue, finalement, celui-là, malgré un répertoire moteur super riche, peut décrocher de la vie. Donc, c'est cet ensemble qu'il faut déployer. C'est pour cette raison qu'avec un groupe de chercheurs européens, eh bien, nous avons proposé le concept de littératie aquatique. Et évidemment, dans la partie physique, nous y avons inclus les compétences de Stallman, les compétences protectrices de Stallman, qui vont permettre, avec des expériences psychologiques, sociales et cognitives fortes, qui vont permettre d'élever le niveau de littératie aquatique. Il y a la question de tout à l'heure, mais comment se fait-il que Raymond, à 100 ans, prenne encore du plaisir et s'engage dans le milieu aquatique avec les compétences aquatiques qu'elle possède là maintenant à 100 ans? Bien, moi,
Moi, ma réponse serait, elle a très certainement dû avoir dans sa vie un niveau de littératie aquatique extrêmement élevé, c'est-à-dire un bagage de compétences motrices, psychosociales et des connaissances qui lui a permis de vivre des expériences aquatiques variées, qui ont enrichi sa littératie aquatique, et qui fait qu'aujourd'hui, même si son niveau de littératie aquatique est vraiment plus le même qu'avant, pour son âge, elle a un niveau tel qu'elle peut encore prendre du plaisir à alimenter. Et donc, l'idée, quand on exerce, qu'on conçoit des pédagogies et qu'on enseigne avec le cadre de la littératie aquatique, c'est de se poser la question, est-ce que dans ma leçon, il y a du bleu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien des habiletés que je suis en train de développer qui vont protéger de la noyade, mais est-ce que dans la manière d'apprendre, je développe également des compétences psychosociales, j'augmente la confiance, j'augmente le plaisir, j'augmente la connaissance de moi-même, tout seul et avec d'autres, j'apprends plus de choses autour de l'environnement et sur moi, ce qui fait que le niveau de littératie aquatique d'un enfant sur un cycle ne fait que progresser. Alors, il me reste 5 minutes. Je vais faire le choix de ne pas aller plus loin sur la littératie aquatique, même si sachez qu'avec Céline Alain, l'Académie de Rennes, nous allons mettre en place une série de tests avec à peu près 500 élèves pour pouvoir mesurer leur niveau de littératie aquatique. Donc, nous utilisons des questionnaires en salle de classe. Nous utilisons évidemment des tests dans l'eau pour vérifier s'ils savent faire et s'ils sont capables de prendre des informations sur des parcours inédits. Et nous allons comparer les petits Rennais avec les petits Nantais, ceux de l'Académie d'Orléans-Tours, ceux de l'Académie de Créteil, ceux de l'Académie de Lille. Donc, il va y avoir un échantillon de 2000 petits élèves français entre 6 et 12 ans qui sera comparé en Europe avec 7 autres pays pour pouvoir identifier si dans nos pratiques, nous avons des points forts pour développer cette dimension de la littératie physique, et si nous avons également des points à faire progresser. Alors, pour terminer, quelques questions qui traversent toutes les réunions, qu'on soit maître nageur, qu'on soit prof de PS. Ce sont évidemment ce qui se fait dans les pratiques professionnelles. Alors évidemment, il y a un débat autour du faut-il du matériel? Faut-il absolument aucun matériel? Et il y en a qui ont des avis extrêmement tranchés dessus. D'ailleurs, même le débat est presque impossible. Il faut bien avoir en tête quand on utilise le matériel, c'est qu'est-ce qui permet de faire vivre comme expérience à un élève. Tous les matériels d'aide à la flottaison qui bloquent l'élève qui limitent sa capacité à explorer les équilibres sont, de mon point de vue, peu pertinents dans une stratégie d'enseignement. Ils peuvent l'être sur une stratégie de baignade pour augmenter la sécurité à un moment donné, parce que la surveillance ne peut pas être totale, mais apprendre à nager avec de l'aide à la flottaison qui bloque la découverte et qui empêche l'élève de découvrir des choses me semble non pertinent. Par contre, une frite, un bord, une cage, des perches sur lesquelles on va pouvoir prendre appui continuellement puis momentanément, découvrir de nouveaux équilibres et de nouvelles organisations, je ne vois absolument pas où est le problème si on a les idées claires sur le problème ou on va dire le nouveau chemin de découverte que peut permettre ce matériel. Donc pour moi, le débat, il n'est pas sur pas de matériel, il est quel type de matériel et pourquoi faire. Idem, faut-il apprendre en grande profondeur ou en petite profondeur? Donc à ce jour, et à ma connaissance, la littérature ne montre pas qu'il existe un meilleur environnement que l'autre. Alors notamment chez les petits, chez les 4-6 ans. Je vous avoue que je n'ai pas exploré totalement chez les 6-12, mais il me semble que ce n'est pas parce qu'on a un grand bain et un petit bain à côté qu'on ne peut pas aller exploiter de temps en temps le petit bassin. S'il me reste quelques minutes, j'aimerais terminer plutôt là-dessus. Je pense qu'un contenu extrêmement fort qui est manquant, c'est l'adaptation. Alors que ce soit dans le modèle de Stallman ou dans celui de la littératie aquatique. Hein. Je m'explique. La plupart des collègues confrontent les élèves au test qui restent même plusieurs fois jusqu'à la c'est-à-dire que le test, à la fin, il devient. C'est plus un parcours d'adaptation,
c'est un parcours préconnu, prédéfini. Et il n'y a absolument aucune raison en EPS de mettre dans le champ d'apprentissage numéro 2 si le parcours est toujours le même. Alors oui, il faut un parcours standardisé à la fin, certes, mais rien n'interdit dans les leçons de proposer des parcours avec un autre sens, avec l'idée suivante. La première partie du parcours est connue, et la deuxième partie du parcours, l'élève le découvre en le faisant et doit s'adapter. Et même avec des débutants, on peut imaginer que sur un parcours ici à la goulotte, on peut imaginer que l'enseignant qui est debout sur ce tapis, c'est quand l'élève passe ici qu'il lui annonce qu'il doit faire en marche arrière, qu'il doit faire les yeux fermés, et puis ça peut changer. C'est-à-dire, véritablement, dès les premiers apprentissages, faire vivre à l'élève l'expérience que lorsqu'on est dans le milieu aquatique, ce qui va se passer au début, on le sait, mais ce qui va se passer à la fin, parfois, on ne le sait pas, il va falloir s'adapter et trouver des solutions. Donc, je pense qu'on peut véritablement progresser dans les pratiques sur cette question-là. Je vous montre ici, pour terminer, un parcours qu'on a élaboré dans le cadre de ce projet européen, c'est-à-dire un parcours dans lequel les élèves doivent véritablement traiter des informations. Vous voyez ici cet élève, il va avec son doigt, il va pointer un tapis. Et en fait, pourquoi il pointe ce tapis-là et pas celui-ci? Parce qu'au bord du bassin, il y a une personne qui, avec son bras, est en train de pointer le tapis que l'élève est en train de montrer. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de nous démontrer que non seulement il sait faire un surplace, mais quand il fait un surplace, en enlevant un appui, il est capable de prendre une information visuelle et de la traiter. Donc, vous avez ici, évidemment, beaucoup d'astuces comme ça. Les élèves sont capables de s'adapter. Je dois montrer des choses. Donc, quand ils sont dans l'eau, ils ne font pas un surplace pour faire un surplace, ils font un surplace pour prendre une information et la traiter. Je vais avancer un peu dans la vidéo. Donc, l'élève passe ici et il va se retrouver à un moment donné ici face à une sortie. Et là, on lui pose une question. C'est-à-dire, on lui dit, pardon pour la remise ici. Je vais venir juste. Et là, on lui poser la question. Tu es devant la sortie à un point. Si tu veux, tu sors maintenant. Si tu veux, tu peux aller marquer 2 points. Attention, si tu commets une erreur entre la première et la deuxième sortie, tous tes points sont annulés. Donc, vous avez ici des enfants qui vont faire le bon choix, j'arrête, je suis fatigué. Vont faire le mauvais choix, j'arrête, alors que je n'étais pas fatigué, j'aurais peut-être pu aller plus loin finalement. Ou ils vont continuer, et si l'élève choisit de continuer, il va réussir la suite du parcours. Et à chaque signal auditif, il doit faire une action, etc. C'est-à-dire que je pense que les enseignants de PS ont suffisamment d'ingéniosité dans toutes les absales, alors pourquoi pas sur le savoir nager, pour proposer des situations adaptées à leurs élèves, pour leur permettre véritablement d'exploiter leur répertoire moteur, mais par rapport à des adaptations qui n'étaient pas prévues à l'avance. Et je pense que c'est une des pistes où on pourrait progresser didactiquement. Voilà, je voulais peut-être conclure en disant que je remercie l'Académie de Rennes qui a participé à ce projet Aquatic Literacy for All Children qui se déroule là sur 3 ans et qui va nous permettre en France d'avoir un échantillon extrêmement important d'élèves pour analyser et la dimension physique, motrice, et la dimension psychologique et sociale, ainsi que les connaissances des 6-12 ans, pour pouvoir, à partir de données réelles, pas des croyances, bien, essayer de faire encore évoluer nos stratégies et nos pédagogies pour que les enfants qui apprennent à nager aujourd'hui, eh bien, aient envie de nager pendant toute leur vie. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir respecté le timing. Merci. Merci François. Alors je vais relayer 2-3 questions de la salle pour qu'on reste nous aussi dans le timing. Et donc par rapport à l'organisation technique, vous allez pouvoir poser des questions à François et je vais relayer en fait vos questions pour qu'il puisse vous entendre puisque c'est le micro du pupitre qui capte le son. Oui.
Alors, je vais relayer, il y a deux questions, François. La première, j'espère bien reformuler. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'aborder le nager vite dans le... Ah, excusez-moi. Donc la nécessité, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de demander au lycée de repasser une attestation de savoir nager? C'est bien ça, monsieur? Voilà. Deuxième question. Excusez-moi. Deuxième question. Non. Est-ce que le test est suffisamment ludique pour que les élèves aient envie de s'engager? D'accord. Je préférais le mot sexy. Hein. J'étais pas obligé de changer. Ah voilà, tu les entends, ok. Bon. D'abord, vous savez que le savoir nager, il est obligatoire dans les textes depuis 1882. 1882. Autrement dit, il y a toujours un décalage entre les textes et les pratiques. Et il me semble que, alors, je suis plus enseignant d'EPS, hein, donc je maîtrise moins les textes, mais il me semble que l'ASNS est attendue de manière obligatoire en fin de cycle 3, si je me trompe. Et en tout cas, dans la SNS en 2015, il était marqué qu'il fallait absolument, tout au long de la scolarité, si on détectait des élèves qui ne le possédaient pas, de tout mettre en œuvre. Donc moi, je connais des lycées, notamment des LP, qui mettent en place des stages de savoir nager. C'est ce qui a été rappelé par Véronique Éloiroux ce matin, hein, que l'existence du savoir nager au lycée a été rappelée dans les textes de 2019. Après, c'est toujours la même chose. Puis comme ça, je vais répondre à la deuxième question en même temps. Qu'est-ce qu'on entend par savoir nager? C'est-à-dire que là, on a un premier test, la SNS. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est 15 ans de dispute entre l'éducation nationale, la FFN, la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs pour se mettre d'accord sur le même test. Voilà. C'est 15 ans, on a mis 15 ans pour trouver un test commun. C'est déjà bien. Faut savoir qu'on est le seul pays, un des seuls pays à ma connaissance, qui possède un test national. En Allemagne, vous avez un test par Länder. En Belgique, vous n'avez pas les mêmes tests en Flandre qu'en Wallonie. Aux États-Unis, c'est par État et c'est même par ville, parce que les politiques sont pilotées par les villes. Alors, puisque je dois répondre de manière un peu courte, moi, je trouve que c'est déjà bien qu'on ait un test national. Je trouve que c'est déjà bien que dans notre test, on retrouve des habiletés motrices protectrices que la littérature a démontré comme quoi elles étaient véritablement protectrices. C'est quand même bien que notre test fasse à peu près 50 mètres, puisqu'il fait maintenant 50 mètres, c'est-à-dire que l'effort dure entre 1 et 2 minutes. Et un gamin qui est capable de faire une immersion à la fin, bon, bah, ça veut dire que la fatigue ne l'a pas trop impacté sur sa dernière immersion d'un mec 50. Donc, si vous voulez, même si moi, sur la sortie d'eau, je n'aurais pas fait comme ça, mais je trouve que notre test n'est pas si mal. Et le fait que pour les parents, il y ait un test unique, que l'on soit dans le monde sportif ou le monde scolaire ou le monde de la séance publique en piscine, on peut dire quand même que ça, c'est bien. Moi, je trouve que ça, après, pour aller chercher des fonds, des cycles, etc., natation, moi, j'applaudis tous les profs de PS qui vont négocier auprès des chefs, un deuxième collègue, qui vont sortir des chiffres. J'en connais qui m'appellent, moi, qui me demandent les chiffres, qui distribuent des tracts aux parents pour demander un stage natation parce que leurs enfants sont en danger s'ils ne savent pas nager, etc. OK. Moi, je vais vous dire ce que je trouve dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que la SNS, il est trop tard dans le curriculum. Le fait d'attendre la fin du cycle 3, dans la plupart des écoles primaires, les cycles de natation, c'est CM1, CM2. Alors que les enfants, ils sont en danger entre 6 et 12 ans. Et 12 ans, ils sont plus en danger en piscine. C'est pas vrai. C'est avant qu'ils sont en danger. Donc moi, c'est là-dessus, si vous voulez. Je mettrais vraiment plus de paquet à l'école primaire pour aller chercher l'ASNS, mais à l'école primaire, pas au collège. On a tendance à trop laisser le collège se débrouiller avec ça. Ensuite, remarque très pertinente, que ce test est assez sexy. Alors moi, je fais partie de ceux qui prônent pour que tous les tests de conditions physiques qu'on est en train de faire, gamins,
au vu de tous, leur estime et leur image d'eux-mêmes par rapport notamment aux plus faibles, c'est une catastrophe en termes d'expérience. Donc, je suis pour que les tests soient plus ludiques, etc. Sur un test du savoir nager, moi, je n'ai pas l'impression que les élèves le trouvent ennuyeux, ce test. Par contre, ce qu'ils trouvent ennuyeux, c'est de le faire et le refaire. Refaire. Parce que ce test, ludique, hein, je tombe d'un bateau, ensuite il y a des nénuphars, je passe en dessous, je nage vite, etc. Ceux qui ont conçu le Pichomaro, ils avaient une histoire derrière. Donc je pense que les enseignants de PS, ils sont assez bons pour garder le même test et le rendre, on va dire, à y mettre de l'enjeu, si vous voulez. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est bachoter le test. Ça, c'est une calamité. Passer toute la première séance, faire passer le test un par un, moi, je trouve que c'est ça qui n'est pas vraiment le cas. D'autres questions pour François Potvin? Allez-y, des remarques par rapport à vos pratiques ou des contextes d'exercice dans lesquels vous êtes? Oui. Donc là, tu l'as entendu, François ou... Ouais, c'est bon. Okay. Ouais, j'ai compris. Bon, c'est... Bon, je suis en train de vous parler à distance à travers un écran en 1 heure, donc c'est pas facile pour moi, donc je vais essayer d'éclaircir mon propos. Moi, j'adore la C1. Moi, je suis nageur. Moi, je pense qu'à faire vivre de la natation de vitesse à des gamins, bon, enfin, il y a la question, qu'est-ce que ça veut dire une natation de vitesse à l'école, hein, d'accord? Mais faire vivre une vraie expérience de vitesse aux gamins, une vraie expérience de nager long aux gamins, se rendre compte qu'en respirant, c'est plus la respiration qui prend le contrôle de la nage, mais on prend le contrôle de sa respiration. Vous voyez ça? C'est des expériences incroyables et qui contribuent au développement de la littératie aquatique. Mais ce qu'il faut savoir, les idées claires. Pour que les élèves puissent vivre de la CA1, il faut qu'ils aient un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que le champ d'apprentissage numéro 1, la natation, elle est essentiellement en EPS, sauf pour les 6e, mais c'est que du CA1. Il n'y a pas de CA2 en natation. Après, on fait du sauvetage, et le sauvetage, il est limité à je plonge, je cherche un objet, je le ramène. Mais moi, je trouve que, je trouve que la natation, elle a évidemment sa place dans le C1 sous certaines conditions. Je trouve qu'il faut avoir des connaissances quand même solides, didactiques pour faire de la vraie natation de vitesse en C1. C'est une autre question, c'est une autre conférence. Idem pour le nager. Une autre question, ça mérite d'autres connaissances. Par contre, moi je trouve que le savoir nager, une fois que l'enfant a reçu son diplôme, on a tendance à se dire, c'est bon, c'est fini. Et on le développe uniquement par le nager vite ou le nager long, alors qu'on pourrait le développer, je ne sais pas si vous avez vu Cyril ou si vous avez vu ce que fait Régis, on peut le développer en proposant aussi une natation type sauvetage avec des scénarios d'approche, qui, avec beaucoup d'imprévus, sur lesquels on peut améliorer son surplace, son apnée, son immersion, sa prise de décision, etc. Et vous avez véritablement, je trouve, des enseignants qui commencent à investir là-dessus. Mais je n'oppose pas le champ d'apprentissage 1 au champ d'apprentissage 2, c'est 2 choses différentes. Et je vais plus loin. Il y a 3 millions de pratiquants réguliers de la natation. Pourquoi la natation, elle n'est pas dans le champ d'apprentissage numéro 5? Le champ d'apprentissage numéro 5 au lycée, apprendre à se faire une séance pour aller chercher l'état de bien-être que je vise. Apprendre à se concocter un bon échauffement, une petite série, un petit exercice qui me va à moi. Pourquoi le champ d'apprentissage numéro 5? C'est du STEP.
je suis désolé, il y a moins de pratiquants de ski que de nageurs du dimanche matin. Donc, si vous voulez, la natation, elle a sa place dans beaucoup d'endroits. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup en champ d'apprentissage numéro 1. Tant mieux si c'est bien fait, mais dans le champ d'apprentissage numéro 2, elle a aussi sa place. Une dernière question? C'est bon? Ok. Bon, merci François pour l'intervention. Ouais, j'espère que ça fait. Et le temps que tu as pris pour nous cet après-midi. Je vous remercie. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Désolé de ne pas avoir été là en présentiel. C'est toujours plus agréable, je sais. Mais bon, c'est comme ça. Merci à vous. Au revoir. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.